on va commencer tout doucement, ça va venir les autres, et comme ça, il sera une part pour les questions à la fin. Donc, moi, je suis Jérôme Delangue, donc je suis au bureau de la SFR Commission juridique, comme vous le savez, et je vais faire ce topo-là avec Thierry Sambel, qui est médecin vasculaire à Paris, et également expert comme moi pour les assurances. Donc, cette année et l'année dernière, on avait fait les complications infectieuses en rachis. Cette année, on va faire les complications thromboemboliques et hémorragiques dans le cadre de la chirurgie du rachis, avec l'épidémiologie, prévention et la gestion du dommage, et peut-être établir des recommandations, sachant qu'on verrait, les pratiques sont très divergentes. Donc, le plan va s'articuler de la façon suivante. J'ai fait une analyse de dossier à la MACSF sur l'épidémiologie, sur les résultats de tous les dossiers que j'ai pu analyser à la MACSF. Après, je vous ai envoyé un questionnaire que vous avez tous reçu, que vous avez quasiment tous répondu pour un peu analyser vos pratiques dans la gestion de la prévention thromboembolique. Puis après, on va vous faire une mise au point sur les recommandations qui sont parues assez récemment, mais qui ne prennent pas en compte la chirurgie du rachis. Après, on vous fera un petit point sur les moyens de prévention, quelle molécule utiliser, quand l'introduire, combien de temps l'utiliser. On vous fera un focus chez les patients qui viennent sous anticoagulant plaquettaire et que vous devez opérer, un focus chez les patients sous AVK ou AOD que vous devez opérer, comment gérer ces médicaments-là avec des propositions de protocole. Je vous dirai comment on gère, enfin Thierry vous dira également comment on gère un patient qui a une thrombose durant l'hospitalisation et comment la traiter. On vous fera une conclusion, une proposition de recommandation, on fera un petit focus sur ce risque chez l'enfant, et puis à la fin, vous verrez, je vous ferai un petit point sur les mises à jour de l'antiprophylaxie qu'on a mis au point récemment, avec la mise à jour très récente, comme vous l'avez demandé, suite aux dernières recommandations qu'on a écrites. Voilà. Donc, je vous fais un petit point sur MACSF. Donc, on a 480 sociétaires en 2022, 410 procédures. J'ai sorti 35 dossiers grâce à Thierry, et j'en ai analysé 22. Et ben, sur ces 22 dossiers, aucun dossier de complications thromboemboliques était pourvoyeur d'une procédure. Donc, c'était plutôt rassurant, mais d'un autre côté, j'étais un peu déçu parce que ça ne donnait pas beaucoup de moyens de travail et de moyens d'études. En revanche, il y a eu pas mal de complications hémorragiques, donc 11 hématorachis que j'ai sortis. Il y a eu 3 cervicales également, dont un décès. Et je fais un petit focus sur le dossier d'hématorachis, sur les 11 dossiers analysés. Il y avait 2 tiers de CCI, comme l'a expliqué Bertrand. L'âge moyen, c'est 63 ans. Là encore, c'était l'antécédent du même niveau. 30% avaient déjà un antécédent chirurgical au même niveau. Brèche dans 10% des cas. Il y avait ce qu'on appelle un fluidifiant sanguin péropératoire ou préopératoire chez 40% des patients. Donc ça peut être une majoration de ce risque, d'où l'intérêt de cette présentation aujourd'hui. Et malheureusement, dans 50% des dossiers analysés, bon, forcément, c'était soumis à expertise. Donc il y avait 50% de prise en charge non conforme du dommage à type d'hématorachis. Et donc, face à ça, j'avais peu de dossiers, donc peu d'analyses statistiques à faire. Donc, c'est pour ça que je vous ai envoyé un questionnaire avec 11 questions. Encore une fois, je vous remercie d'avoir répondu assez rapidement. Et pour voir un petit peu comment vous faisiez les choses avant les recommandations qui sont parues récemment et avant cette journée. Et donc, sur les 133 réponses, il y avait 61% d'orthopédistes, 38% de neurochirurgiens, plutôt une activité libérale dans 75% des cas. Et donc, sur la première question, je vous ai sous qui la responsabilité du traitement anticoagulant, il y avait quand même 50% qui décrivaient que la responsabilité était conjointe entre lui et l'anesthésiste, et 31% personnel, c'est-à-dire qu'on est quand même un tiers à gérer notre traitement anticoagulant chez nos patients. Ceux qui traitaient, je vous ai posé la question, indication à une prévention, il y en a quand même quasiment 10% qui ne mettent jamais d'anticoagulant en chirurgie du rachis, ça peut prêter la question. D'autres en cas de chirurgie mineure, d'autres en cas de chirurgie majeure, et il y en a d'autres, quand même quasiment 50%, qui en mettent quel qu'il en soit. Quelle qu'il soit la chirurgie, quel que soit le patient, ils anticoagulent. Donc ça peut être également des situations un peu à risque, quand on sort un petit peu des indications ou pas. Et là, sur la durée du traitement, alors là, festival, il y a de tout. Il y a des gens qui traitent 7 jours, il y a quand même 25% qui disent je m'adapte. Voilà, il y a 12% 7 jours, 20% 15 jours,
11% 21 jours. Il y en a 18% durant l'hospitalisation. Après, il y a quelques 6 semaines qui vont traîner, mais vous voyez, c'est très disparate et chacun fait un peu ce qu'il veut dans son coin. Sur les facteurs de risque liés aux patients, il y a 78% qui estiment que le poids est un facteur de risque, le cancer en cours de traitement, le tabac, l'âge, l'insuffisance rénale, vous voyez, ça, mais bon, il y a quand même le poids et les cancers en cours de traitement qui vous semblent être des facteurs de risque importants et c'est important de le souligner. Lié à la chirurgie, il y en a 50% qui estiment que le temps opératoire est un facteur de risque de thrombose. L'installation, le site, ça c'est normal, et l'immobilisation post-opératoire également, beaucoup. Chez les patients sous-cardégiques, qu'est-ce que vous faites ? Il y en a quand même 50% qui continuent pendant l'intervention chirurgicale. Il y en a 18% qui l'arrêtent et 22% qui répondent que ce n'est pas leur problème, c'est le problème de l'anesthésiste. Sur la reprise du traitement à dose curative chez un patient sous anticoagulant à dose curative, vous êtes 60% à indiquer que vous en discutez ensemble et vous tracez les choses. Donc ça, c'est plutôt très bien. Et il y en a quelques-uns qui reprennent à 48 heures de façon un peu systématique, d'autres à 24 heures. Mais quand même 60%, vous discutez. Et j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Voilà. On va vous expliquer maintenant comment se passe un petit peu la thrombose. Pourquoi on fait des thromboses ? Alors, effectivement, en physiopathogénie, comme on l'a tous vu pendant notre internat, la célèbre triade de Virchow, qui en fait comprend bien sûr la stase veineuse, donc responsable d'une accumulation des facteurs procoagulants, qui est favorisée bien sûr par la compression des veines proximales, chirurgie abdominale, pelvienne, kyste, tumeur qu'on peut retrouver, une diminution de contraction musculaire, immobilisation, alitement paralysé, paralysie qu'on peut retrouver également. On peut retrouver aussi, dans certains cas, des hypovolémies relatives, comme les drogues anesthésiques, et la chirurgie, bien sûr, qui est à l'origine d'une stase veineuse. À cela va se surajouter des altérations de la paroi veineuse, et plus exactement de l'endothélium. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'endothélium, de principe, va sécréter des facteurs qui évitent l'anticoagulation. Et en tant que lésion, on va avoir des substances antithrombotiques qui vont apparaître, et qui vont plutôt thrombotiques et qui vont provoquer une altération et jouer sur cette physiopathogynie. Et la troisième triade, qui fait partie de la triade, c'est l'hypercoagulabilité, c'est-à-dire qu'en fait, dans certains systèmes, on va avoir une augmentation de la coagulation, les chirurgies, le traumatisme, l'infection, l'inflammation, qui est un point extrêmement important. C'est-à-dire qu'en fait, on se rend compte maintenant, dans la littérature, que l'inflammation est à l'origine de thromboses veineuses, artérielles, et effectivement, ces facteurs qui sont intercurrents, et ça, c'est une discussion que vous devez toujours avoir, c'est est-ce que j'ai un facteur supplémentaire qui vient se surajouter ? Un sepsis, un cancer, des maladies de système, qui peuvent augmenter l'hypercoagulabilité et qui va jouer dans votre décision propre de mise en place des traitements. On a voulu, avec Jérôme, faire un focus sur l'obésité et la maladie thromboembolique parce que c'est compliqué, il y a très peu d'études, on commence à travailler dessus, en particulier les chirurgiens bariatriques, et même malgré la chirurgie bariatrique, on n'a pas beaucoup d'études. Et en fait, on se rend compte que l'obésité, et la vraie obésité, j'entends, et on discutera tout à l'heure, comporte une inflammation chronique, on revient toujours sur cette inflammation qui va jouer, et qui est pro-thrombogène. La fibrinolyse altérée, donc on revient à la fois, vous allez à la fois dans l'obésité, cette triade qui se retrouve dans tous les cadres, avec des insulinorésistances qui donnent aussi une augmentation du risque thrombogène. Donc vraiment, l'obésité est un focus important pour lequel on commence à bosser et qui montre une augmentation du risque spécifique des maladies thromboemboliques. Alors attention, obésité, on va en discuter après. Donc, quand on a travaillé, les recommandations de la SFAR sont parues en parallèle, vous l'avez tous vu, et qui, dans les grandes lignes, disent que du fait de l'amélioration des pratiques et le raccourcissement de durée de séjour, il y a moins de complications thromboemboliques. Et donc, ils ont défini des acteurs, mais sans prendre en compte la chirurgie du rachis. Donc, ils ont indiqué des facteurs liés à la chirurgie, des facteurs additionnels liés aux patients, la réhabilitation post-op ou le parcours de soins. Et nous, on a rajouté le risque hémorragique post-opératoire dans ces recommandations.
Donc le premier, c'est le type de chirurgie qui peut être un facteur qui intervient dans ce risque thromboembolique. Et donc ça, c'est un vieux papier qui disait qu'il y avait les chirurgies dites majeures et dites mineures, qu'encore on peut peut-être mettre à jour. En tout cas, il y a que les chirurgies majeures, c'est les arthrodèses lombaires, les scolioses, les libérations supérieures à 2 étages, et les chirurgies mineures comportaient les hernies discales, la myectomie ou une évaluation matérielle. Alors on peut se poser également la question de la LIF qui se fait en ambulatoire, mais pour l'instant, ça reste un risque majeur. Et voir l'endoscopie également. Alors, c'est vrai que la grande nouveauté maintenant, c'est surtout la prise en charge des facteurs de risque additionnels qu'on va essayer de détailler et puis surtout qu'il faut essayer de rechercher. C'est vraiment un point très important. Alors, les points centraux, c'est cancer en cours de traitement et moins de 6 mois, parce qu'on en revient surtout sur ces facteurs de risque qui sont majeurs. On les a mis d'ailleurs en rouge, les majeurs. La thrombophilie majeure. Alors, qu'est-ce qu'on appelle thrombophilie? Parce que ça ne veut rien dire, thrombophilie majeure. En gros, la thrombophilie majeure, c'est les syndromes des antiphospholipides. Ça va être le facteur 5 de l'édème homozygote, j'entends, homozygote. La protéine C, la protéine S. Et le facteur 5 hétérozygote, pourquoi j'en parle? C'est que c'est quand même 8 à 10% de la population. Et ça, ce n'est pas considéré comme un facteur de risque de thrombophilie majeure. Donc, c'est ça la thrombophilie majeure. Donc, mais quand vous avez des thrombophilies avec des anticoagulants, les messages d'aujourd'hui, c'est chacun son boulot. Moi, je ne suis pas chirurgien. Vous êtes médecin, c'est vrai. Mais pensez aux spécialistes, c'est important. Les antécédents de maladies thromboemboliques veineuses. On ne parle pas de l'artérielle, mais on va en discuter un peu de façon indirecte, l'artérielle, avec effectivement la gestion des anticoagulants curatifs. Mais là, c'est veineux. Dans les antécédents thromboemboliques veineux, on détaillera parce que c'est un peu plus précis. Et on en revient sur cette obésité qui est majeure, qui est supérieure à 40. Donc vous voyez, ce n'est pas n'importe qui, c'est des vraies obésités dans le cadre majeur. Et après, on a mis les mineurs ou modérés, l'âge, bien sûr, les insuffisances cardiaques, respiratoires, rénales. Pourquoi? Parce qu'on a montré dans les études que l'insuffisance rénale, en tout cas importante, est à l'origine de hauts risques hémorragiques. Et vous aussi, ça doit tilter. Vous êtes des chirurgiens à risque. L'hémorragie, c'est votre hantise. L'insuffisance rénale, ça doit être votre hantise. Les MICI, toutes les maladies, on en revient toujours pareil. Les maladies de système, c'est-à-dire tout ce qui est pro-inflammatoire. Le pro-inflammatoire donne des thromboses. Les traitements oestrogéniques, certes. Alors, il y avait une étude intéressante sur les traitements oestrogéniques, parce que ça traîne un peu partout. C'est surtout dans la chirurgie orthopédique, dans Registre. En fait, ils ont montré que le risque thromboembolique chez les femmes de moins de 50 ans sous contraceptif œstropogestatif est à peu près de 7,4%. Voilà. Donc, ça augmente de 7,4% chez les femmes de moins de 50 ans sous œstropogestatif. Mais dans la chirurgie de la hanche, aucune autre chirurgie n'a été testée. C'est pour ça qu'on est vraiment dans des choses très mouvantes et c'est en cours d'évolution. Le postpartum, bien évidemment, on en revient, l'obésité, et puis les signes d'alerte dont on ne parle pas toujours, c'est les varices. Quelqu'un qui est déjà obèse, en même temps, il va avoir des grosses varices, et en fonction de la taille de votre varice, si vous avez une varice à 10 mm, vous comprenez bien que ça va stagner, donc vous avez plus de risques de thrombose. Les déficits moteurs préopératoires ou post-opératoires, oui, il ne bouge pas, il ne marche pas, il est plus à risque. Donc après, le troisième acteur, c'est la réhabilitation post-opératoire. Donc tout ce qui peut augmenter ce risque de thrombose, c'est ce qu'on appellera un parcours de soins contrariés, typiquement l'infection urinaire post-opératoire, la chute, la pneumopathie, voilà, ou l'absence de déambulation avant 24 heures. Ça, c'est un facteur de risque de thrombose naturel qu'on comprend. Et d'autres facteurs qui semblent réduire ce risque, c'est plutôt l'ambulatoire et la déambulation précoce. Donc ça, c'est le troisième acteur, je voulais vous souligner. Et donc, parcours de soins contrarié, c'est tout ce qui a contrarié votre parcours de soins. La brèche, typiquement, le mec qu'on laisse au lit pendant 24 heures parce qu'on pense que c'est mieux pour la brèche, on considérera que c'est un parcours de soins contrarié. Il faudra également discuter peut-être un traitement de la prévention de thromboembolique. Et je rajoute l'infection. Le risque hémorragique, donc c'est le quatrième acteur que j'ai rajouté. Donc le délai optimal de la thrombophylaxie, c'est celui qui permet de réduire le risque thromboembolique veineux sans majorer de façon inacceptable le risque hémorragique. Et savoir que le risque hémorragique, il est naturellement plus précoce que le risque thromboembolique, avec des événements hémorragiques qui surviennent dans les 24-48 heures, alors que les événements thromboemboliques surviennent plutôt au-delà de 48 heures. Je voudrais nuancer, parce que ça, c'était ce qui traînait dans la littérature. Pardon, excusez-moi. Je voulais nuancer parce que c'est ce qui traînait dans la littérature depuis longtemps, mais en fait, on se rend compte que ça, c'est valable
pour les gens qui n'ont pas de facteurs de risque. Quand vous avez des facteurs de risque graves, le risque, et on n'a pas encore beaucoup d'études, c'est pareil, le risque thromboembolique est beaucoup plus important dans les 24-48 heures que ce qu'on pensait véritablement. C'est pour ça que les référentiels ont changé et qu'on prend en compte les facteurs de risque les facteurs de risque thromboemboliques, parce qu'effectivement, ce risque serait plus important qu'on le pensait chez ces patients à haut risque. Donc en gros, on a fait ce petit tableau-là, on le détaillera un petit peu plus après, sur est-ce qu'il faut traiter ou pas traiter, ce sont le type de chirurgie, comme j'ai expliqué, majeur ou mineur, est-ce qu'il y a des facteurs de risque, non ou 2 mineurs, inférieurs à 2 mineurs, à ce moment-là, pas d'indication à une prévention médicamenteuse. En cas de 2 mineurs ou 1 majeur, ou une chirurgie majeure, oui, il faut prévoir une prévention thromboembolique médicamenteuse. La prévention thromboembolique non médicamenteuse est bien sûr à respecter dans 100% des cas, mobilisation précoce et hydratation du patient. Alors, molécules, très important. Alors, on a essayé de faire un screen sur les molécules dont vous entendez beaucoup, hein, bien sûr les HBPM, à dose supérieure ou égale à 4000. Alors, petit focus aussi, attention aux obésités. Les obésités, on adapte la dose anticoagulante en fonction du poids. Et si vous vous retrouvez à opérer des gros obèses, ne vous trompez pas sur les doses, parce que les doses sont parfois capées en fonction des médicaments. Pour l'AOD, alors l'AOD, on en a 3. L'apixaban, hein, qui est une inhibition directe du facteur DISA. Hein. Vous avez le dabigatran, qui est direct du facteur 2A, le rivaroxaban, qui est direct du facteur DISA. Pourquoi je dis direct? Parce qu'il faut bien comprendre le mécanisme. Je vais faire un mécanisme rapide sans rentrer trop dans les détails. Les AVK sont des inhibiteurs indirects de l'hémostase. La grande nouveauté avec les AOD, les NACO, c'est que c'est des inhibiteurs directs. Donc, ça veut dire un état beaucoup plus rapide. Vous avez une inhibition qui va jouer entre 2 et 3 heures, qui va durer sur une demi-vie, qui va être jusqu'à 12 heures. Donc, des réversibilités sur le papier, des MADI extraordinaires. Nous, spécialistes cardiovasculaires, on prescrit que ça. C'est terminé, les AVK, tout ça. Sauf que vous verrez la complexité de ces médicaments et de la prudence pour laquelle il va falloir que vous fassiez très attention sur ces médicaments. Vous n'avez pas besoin de faire de dosage. Donc déjà, pour répondre à une question qui pourra nous poser, est-ce que vous contrôlez l'anti-DISA? Surtout pas. On ne fait aucun contrôle, et même en post-opératoire, contrairement aux HBPM où vous devez contrôler les plaquettes avec les thrombopénies immunoallergiques, vous ne contrôlez pas l'anti-DISA après ces médicaments quand vous les prescrivez. Donc sur le papier, fabuleux, incroyable, effectivement, grande révolution pour les patients, pour nos patients, mais attention, un maniement complexe, très complexe. Vous avez un antidote, l'antidote spécifique du dabigatran, qui est l'idarucizumab. En fait, c'est des anticorps monoclonaux, si vous voulez. Et vous en avez un qui vient d'arriver, qui est pour tous les anti-DISA, qui est l'andexanet alpha. Alors, c'est des médicaments très complexes. Moi, je vais être un peu dur, c'est pas à vous de les manier. Pourquoi? Par exemple, la mise sur le marché de l'andexanet au Canada, c'est en 2023. On l'a mis en place ici, plutôt à réserve hospitalière, et dans les indications, c'est en gros, si vous avez des saignements actifs et le gars, il va crever, oui, vous n'avez rien d'autre à faire, il faut le mettre. Mais sinon, vous ne le mettez pas. On s'est rendu compte de 2 choses dans les études. On n'a pas beaucoup d'études, on n'a pas beaucoup de recul. Je rappelle, ça fait 1 an qu'il est sur le marché avec l'AMM. Ce qu'on a montré, c'est d'abord une activité qui est extrêmement puissante. C'est-à-dire qu'elle est 400 fois plus rapide, donc elle va tout de suite stopper le saignement. On a montré également qu'il y a une activité procoagulante qui se fait sur le produit indépendamment du produit initial. C'est-à-dire que ça peut donner des thromboses massives. Si vous avez en même temps des facteurs de risque très importants chez ce patient-là, vous allez augmenter le facteur de risque, donc vous allez lui filer une thrombose et pas forcément veineuse artérielle. Donc vous allez vous arriver avec des vraies problématiques de gestion. Donc, maniement extrêmement complexe et attention. Ensuite, dans les contre-indications des AOD, ce qu'on ne sait pas toujours, et ça c'est très important, j'ai refait une revue de la littérature, et c'est surtout l'étude Invictus qui a été faite par les cardiologues, qui a montré, parce que pendant très longtemps, traîner les contre-indications sur les fibrillations atriales associées à des prothèses. Et en fait,
on s'est rendu compte qu'on a affiné un tout petit peu. Ce qui est évident, c'est que prothèse cardiaque mécanique, surtout pas. Vous ne mettez pas d'AOD. De toute façon, c'est des choses là où on en discutera, il faut demander aux spécialistes. Donc, contre-indication pour les prothèses cardiaques mécaniques, contre-indication dans les fibrillations atriales associées à un rétrécissement mitral rhumatismal, vous voyez, c'est très précis. C'est-à-dire qu'en théorie, vous pourriez le prendre dans une fibrillation atriale avec une insuffisance aortique. Vous faites attention aussi, c'est contre-indiqué dans les insuffisances rénales inférieures à 30 ml par minute. Et moi, les situations à risque déconseillées. La littérature dit 80, mais moi j'ai eu des catastrophes sur 75-80 ans. En gros, ce qu'on montre, c'est que les choses qui doivent vous inquiéter, c'est un âge entre 75-80 ans, une insuffisance rénale entre 30 et 50 et un poids inférieur à 50 kg. Là, vous savez que vous allez avoir des emmerdes. Vous savez qu'il va y avoir des problèmes hémorragiques et de risques. Et bien sûr, n'oubliez pas les interactions médicamenteuses. C'est des médicaments qui vont interagir avec le reste et qui vont provoquer effectivement des problèmes de gestion. Ça n'engage que moi. Servez-vous des HBPM, c'est plus simple. Bon, on est un peu perdu sur les trucs, mais en tout cas, il ne faut pas utiliser. Voilà. Le but, Okay. Si vous l'utilisez, vous savez pourquoi voilà. et comment vous allez le faire. Sur le délai également, Thierry. Alors, sur le délai d'introduction, ce qu'on a vu, c'est qu'effectivement, et tout ce qui sort de la littérature, c'est qu'en cas de risque lié à la chirurgie sans facteur de risque majeur, il y a un patient ou supérieur à un mineur, bon, première dose dans les 12 à 24 heures post-opératoire. Dans le risque majeur, c'est là où on va commencer un peu à discuter sur le moment où vous allez le mettre. Pourquoi ? Parce que ce qu'on a montré dans la littérature, c'est pareil. Dans la littérature scientifique, elle a montré plusieurs choses. C'est qu'avant, pourquoi 6 heures ? On a montré qu'avant 4 heures, le risque de saignement est supérieur et n'amène pas d'amélioration. Ça, on a des études qui le montrent. Et donc, on a vu qu'on avait cassé beaucoup de monde avant 4 heures. Donc, on s'est dit qu'à partir de 6 heures, le risque, là, le bénéfice-risque est intéressant. Après, entre 6 et 12 heures, ça va dépendre de vous, du facteur de risque, de la discussion que vous allez tracer. Si effectivement, vous avez un cancer en phase très aigu, avec plusieurs facteurs qui se rajoutent, vous savez que ce gars-là, il y a un fond inflammatoire. Je donne un exemple, il a des antécédents, il a 2 facteurs risques, il est un peu gros, vous avez envie de commencer un peu avant, est-ce que vous avez du saignement ou pas? Donc c'est vraiment tout ça, cette discussion que vous allez avoir. Jamais, jamais, jamais d'AOD avant 24 heures. Jamais. Sur la durée également. Alors sur la durée, on s'est positionné. Hein. Pareil, on s'est positionné, il n'y a pas d'essai dans les différentes... comparer les différentes durées. Pourquoi? Parce que ça va dépendre beaucoup de la chirurgie. Et parallèlement, le GIHE, qui a beaucoup, qui est le groupe d'intérêt sur l'hémostase, qui comprend beaucoup de sociétés savantes, c'est pas étonnamment positionné sur votre spécialité. Et elle s'est positionnée sur beaucoup de spécialités. Pour vous donner un exemple, effectivement, si vous avez une chirurgie abdominopelvienne, on va plutôt être en facteur de risque sur 4 semaines de traitement, parce que le risque thromboembolique est majeur. La chirurgie vasculaire, c'est différent. Donc, on n'a pas véritablement d'essai clair et on commence un peu à tâtonner. Ce qu'on sait, c'est qu'il faut traiter. Et ce qu'on sait, c'est a priori combien de temps. Nous, ce qu'on propose, c'est entre 7 à 10 jours afin de couvrir cette période de surrisque liée à la chirurgie, tout après en discutant. Parce qu'il ne faut pas être non plus bête. Si le gars ne marche pas, il est paralysé, vous avez des facteurs inhérents, il y a une infection derrière, comme je vous l'ai dit, le facteur pro-inflammatoire joue, vous allez pouvoir justifier la poursuite du traitement. Et c'est ce qu'on dit derrière. Voilà. Donc il n'y a pas de deadline, sauf cette European Guideline qui disait qu'on pouvait l'anticoaguler que pendant l'hospitalisation, mais ça remonte à de nombreuses années. Alors, focus sur les traitements, on va aller à un peu risque. Ce qu'on a montré, parce que c'est important pour vous, les antiagrégants plaquettaires, le surrisque hémorragique est faible. Il n'y a pas plus de saignement sous antiagrégants plaquettaires qu'autres. Par contre, vous avez des surbonds majeurs si vous l'arrêtez. Si vous avez un stent cardiaque, si vous avez des pathologies qui sont majeures, l'arrêter vous expose au risque thromboembolique artériel. Il faut bien savoir que l'antiagrégant plaquettaire et c'est ce qu'on a dit avec Jérôme après, ne va pas éviter les complications thromboemboliques. Mais enlever un antiagrégant plaquettaire vous expose à un risque de rebond cardiaque et donc
de problèmes cardiaques. Donc, demandez si vous pouvez l'arrêter, mais ça ne prévient pas le risque thromboembolique Et en général, veineux. moi je vous dis, il ne faut pas l'arrêter. Chez les AVK, un petit recours. Alors, petit recours chez les AVK. Alors, rapidement. Arrêt des AVK 4 à 5 jours avant. Pourquoi? Parce que, n'oubliez pas la demi-vie, hein, entre 24 et 72 heures. Le relais HBPM. Alors, ce qui est important, c'est que vous traitez au long cours. Ça veut dire qu'il y a une indication, il y a un risque thromboembolique, qu'il soit veineux ou artériel, au long cours. Donc, la question, c'est est-ce que vous pouvez opérer en opératoire avec? Donc, vous faites un relais immédiat, sachant que vous, l'objectif d'INR, la veille, dans la chirurgie du rachis, elle doit être inférieure à 1,2, alors que dans les autres chirurgies, elle est à 1,5. Donc, vous avez plus de risque hémorragique. Attention, attention, attention. C'est aussi des choses, on vous donne des clés, mais ce n'est pas à vous de le gérer. C'est-à-dire, attention à 3 pathologies qu'on a sorties avec Jérôme, c'est les valves cardiaques mécaniques, l'arythmie cardiaque et les antécédents maladies thromboemboliques veineuses, parce que ce sont des facteurs de risque qui vont faire discuter du risque plus élevé de thrombose en opératoire. Je m'explique. Valve cardiaque mécanique, c'est la thrombose sur valve. Vous thrombosez une valve, catastrophique. L'IRM, elle doit être entre 3 et 4. Alors, c'est peut-être des patients que vous n'opérerez pas, mais à 3 et 4 vous arrêtez, c'est une catastrophe. Sur le plan de l'ACFA, on évalue le risque, on n'est pas rentré dedans, mais on évalue le risque thromboembolique sur le test qui est le CHA2-VASc, qui permet de donner un risque d'AVC péropératoire. Il peut être majeur, et donc on arrête. Et pareil pour les thromboses veineuses, sur moins de 3 mois, le risque est plus de 15%. Donc opérer quelqu'un qui a fait une thrombose veineuse de moins de 3 mois, ou alors une embolie pulmonaire, alors je ne parle même pas de moins d'1 mois, c'est risqué, il ne faut pas les opérer. Tracé. Donc la discussion, elle est véritablement là. Tracez votre risque de saignement avant, tracez également la possibilité de reprise, discutez pourquoi ce patient, vous allez le reprendre ou pas le reprendre, et discutez pourquoi vous l'arrêtez surtout. On a fait pareil pour les AOD. Bon, c'est un peu la même chose. On vous transmettra les recos avec l'arrêt et la reprise un peu dans le même schéma thérapeutique que pour les AVK. Donc en gros, tout ça pour vous dire qu'il y a des situations dangereuses, c'est le patient, son terrain, son traitement, notamment la molécule. L'événement dangereux, c'est la chirurgie, que vous avez l'indication chirurgicale. Il faut savoir que bien souvent, c'est des chirurgies fonctionnelles qu'on fait. Tout ça, ça peut rentrer en contact et donner un dommage qui peut être soit un saignement et ses conséquences, ou une thrombose et ses conséquences. Donc bien tracer la discussion quand vous avez des situations dangereuses dans le cadre d'une chirurgie programmée. La gestion du dommage, rapidement, quand tu as une phlébite, qu'est-ce que tu fais? Gestion du dommage en post-opératoire, il faut rester clinicien. Hein. S'il ne se plaint de rien, vous ne faites rien. Si par contre il commence à avoir mal ou des choses, là vous ferez l'écho-doppler. Donc on n'anticipe pas, comme dans certaines chirurgies, des écho-doppler. On ne fait pas d'écho-doppler s'il n'y a pas de symptômes. Voilà. Et si on trouve une phlébite, qu'est-ce qu'on fait? Alors, ça c'est les grandes nouveautés. C'est la grande nouveauté actuelle. Alors le premier point, c'est qu'il n'y a quasiment pas d'études. Hein. On est véritablement sur quelque chose de mouvant. Il y a très peu d'études dans la littérature, des visions qui sont différentes, des visions différentes entre les Américains et nous. Et ce qu'on a essayé déjà de première chose, qu'on appelle thrombose veineuse sous-poplitée, c'est les profondes tibiales antérieures, postérieures fibulaires, les solaires. Et surtout, il y a une réflexion qui s'est mise sur, et qu'on va voir sur l'arbre décisionnel, qui a été discuté. Pour vous donner 2 chiffres qui sont importants. Quand vous traitez, quand il n'y a pas de traitement anticoagulant, l'incidence des thromboses veineuses sous-poplitées, c'est, quand vous avez une TVP sous-poplitée, 1% d'embolie pulmonaire quand il n'y a pas de traitement, 3 à 10% de thrombose proximale, et par contre 20% quand vous avez un cancer. Et quand vous les traitez, on est seulement de survenue, malgré un traitement, vous êtes à 3 à 10% de thrombose veineuse sous-poplitée. Ce qui explique la difficulté entre pas traiter et traiter. On vous transmettra la page. En sus-poplité, il faut tous les traiter, 3 mois ou 6 mois s'il y a une extension pulmonaire à la thrombose. Voilà. Donc, recommandation, voilà le tableau qu'on a proposé, facteurs de risque, chirurgie et traitement entre 12 et 24 ou 6 ou 12 heures, 6 facteurs de risque majeurs pendant une durée de 7 à 10 jours. On vous transmettra également cette proposition. Chez l'enfant, alors je fais un grand merci à Thierry Audan qui m'a transmis cette feuille avec un sur-risque chez les enfants entre 13 et 16 ans, avec la nécessité de calculer ce risque qui peut induire une indication à un traitement préventif selon le score supérieur à 2, avec le HBPM, sans contrôle des plaquettes nécessaires, parce qu'il n'y a pas de THI chez les enfants. Voilà.
Petit point au point, je termine. Donc, on a terminé l'anticoagulant. Mise au point sur recommandations antiprophylaxie 6. Je change rapidement. On a mis au point cette année les trucs. Il n'y a plus de Vanco. Si allergie d'Alacine, il faut confirmer l'allergie. Injection avant les 30 minutes. Pour le P-acnès, éviter, chez l'enfant ça se discute, mais la Dalacine n'est pas un bon traitement. Le P-acnès, c'est plutôt la Vanco et le Targocide. Mais là encore, c'est hors recours, on n'en a pas trop discuté. Et sur les rachis non instrumentés, j'ai fait introduire cette notion qu'en cas d'ablation de matériel ou de chirurgie sans pose de matériel exposant à une ouverture de la dure-mère ou un geste comme difficile ou avec un temps opératoire long, vous avez le droit, suite à cette petite phrase que j'ai fait rajouter, à en mettre, ce qui permet de vous couvrir, même s'il y avait un choc anaphylactique à un traitement. Maintenant, vous êtes couvert depuis cette mise à jour et il n'y a plus non plus de changement de molécule. Si vous reprenez un malade en 2 temps, que ça soit en même temps opératoire ou un temps quelques jours après, il n'y a plus besoin de changer de molécule. Le sur-risque lié au staff est donc maintenant annulé et c'est céphaline pour tout le monde. C'est plus simple pour tout le monde. Merci à tous, pile poil. Voilà. Alors, on n'a pas beaucoup de temps pour les questions. Je pense que la session d'après, alors peut-être une question si vous voulez, mais... Bonjour, merci Jérôme. Merci. Une petite question sur les bas de contention ou les bas à contre-pulsion que parfois on nous met en place au bloc. Est-ce que c'est obligatoire? Est-ce que c'est inutile? Alors, bon, les bas de contention, en tout cas, il n'y a pas d'accord, ça ne fait pas de mal. La compression intermittente, alors là, c'est un peu plus différent. C'est-à-dire qu'il faut s'en servir quand vous avez une contre-indication complète aux anticoagulants. C'est-à-dire qu'on ne la prend plus maintenant spontanément. C'est véritablement que si vous avez une contre-indication complète. Et la deuxième chose, c'est que vous pouvez vous en servir en même temps que la thromboprophylaxie quand vous avez des facteurs de risque majeurs. Mais en gros, voilà, c'est véritablement le seul point. Mais donc ma question, c'est un ALIF, une hernie, vous prévoyez des bas ou personne ne le fait? Moi, je pense que c'est bien de prévoir des bas en post-opératoire, c'est parfait, parce que ça fait partie des choses. Mais il n'y a pas de... Tu fais comme tu veux, là. En gros, voilà. Mais moi, j'en mets pas. On ne sera pas fautif si on ne l'a pas fait. Non, mais moi, je pense que c'est bien de les mettre quelques jours. En tout cas, c'est pas mal. Ça fait pas de mal. Ouais, on vous transmettra les recours.